Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Les pratiques douteuses et peu scrupuleuses, Frank Colby y est habitué. Et il faut dire que la chance a toujours été de son côté. Il faut dire aussi que jamais dans sa carrière d'avocat, il n'a rien fait de vraiment criminel. Jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à ce qu'il se trouve impliqué dans une affaire de corruption de jurés. Il croyait pourtant avoir agi comme toujours avec la plus grande discrétion, mais Dieu sait comment, le Conseil de l'Ordre des avocats a eu vent de la chose et semble bien décidé à faire ouvrir une enquête. Alors, depuis une semaine, c'est à peine si Frank Colby peut encore fermer l'œil la nuit. Et le jour, la pensée qu'un témoin peut décider de sa ruine le rend moitié fou de rage. En fait, ce qu'il met dans un tel état de fureur, c'est qu'il soit complètement impuissant face à la situation. En désespoir de cause, il a bien songé à acheter le témoin, quitte à y laisser sa chemise, mais un quart d'heure lui a suffi pour s'apercevoir que le compte en banque du témoin en question, Harry Mansfield, un promoteur immobilier, était au bas mot 200 fois supérieur au sien. Alors il attend. Il se ronge les sangs et il attend. À la maison, c'est à peine s'il desserre les lèvres. D'un côté, ça n'est pas très gênant. Dorothy, sa femme, a toujours eu de la conversation pour deux. Mais dans l'état de tension où il se trouve, Frank a le plus grand mal à supporter ce perpétuel moulin à paroles, d'autant plus que la voix de Dorothy n'est pas précisément douce et musicale. Bien au contraire. Mais le caractère de Dorothy manquant autant de douceur que sa voix, Frank n'ose pas lui demander de se taire un peu et endure son martyre en silence. Quand le réveil a sonné ce matin, un fort beau matin d'été pourtant, il s'est dit qu'il resterait bien au lit toute la journée, et même plus longtemps. Mais inutile de rêver. Dorothy ne le laisse même pas faire la grasse matinée le dimanche. Il s'est donc résigné à se lever. En se rasant, il a sérieusement hésité entre fuir en Amérique du Sud, se tirer une balle dans la tête, ou aller, comme prévu, à son rendez-vous avec le shérif Morgan pour une affaire qui n'a rien de passionnant, mais qui aurait au moins le mérite de lui changer les idées. Et comme il reste un incorrigible optimiste, il a bien évidemment opté pour la dernière solution. Une heure plus tard, il gare sa vieille Ford près de la prison et se dirige vers le bureau du shérif. L'officier de police, un grand type maigre au regard aigu derrière des lunettes à monture d'acier, examine avec dédain le costume froissé et les chaussures fatiguées de l'avocat marron. « Comment ça va, Colby ?» dit-il en se calant dans son fauteuil grinçant. De sa main noueuse, il désigne une chaise de l'autre côté de son vieux bureau de chêne. « Bonjour, Morgan », marmonne Frank en se laissant tomber sur la chaise. « Alors, comme ça, vous avez bouclé une fois de plus Jerry Duncan. Qu'est-ce qu'il a encore fait, hein? Il a volé des poules, il a chapardé dans une épicerie? » « Non, Colby, cette fois, c'est sérieux. Il est inculpé de meurtre. » « De meurtre? Jerry Duncan? Non, mais vous plaisantez, là. Est-ce que j'en ai l'air? Hein? Bah non. Et est-ce qu'il a avoué?
Mon Dieu, oui, en quelque sorte. Non mais comment ça, en quelque sorte? Eh ben, il a raconté les choses les plus folles que j'ai jamais entendues. Je me demande s'il n'a pas carrément perdu la boule. Shérif, est-ce que je peux lui parler? Oui, bien sûr, puisque vous êtes son avocat. Le shérif conduit Frank le long d'un morne couloir qui sent la crasse et le désinfectant, jusqu'à une cellule située à l'arrière de la prison. Il ouvre la porte, puis s'éloigne en faisant teinter son trousseau de clés. « Gueulez un bon coup quand vous aurez fini avec lui !» Frank s'assied sur la couchette qui fait face à celle de Duncan et le regarde d'un air songeur. Il ne l'a pas vu depuis 2 ans. Jerry a toujours ses cheveux jaunes qui ressemblent à de la paille emmêlée, son visage maigre à la pâleur maladive et ses grands yeux tristes. « Allez, raconte-moi tout, Jerry », dit Frank en allumant une cigarette. Jerry Duncan se tord les doigts. « Vous me croirez jamais, Monsieur Colby. Personne me croira jamais. » Ben, essaye quand même avec moi, Jerry. « Vous avez déjà entendu parler de soucoupe volante ?» demande Duncan. Frank Colby tire une longue bouffée de sa cigarette. « Ah, alors là, t'as raison, Jerry. Là, je te crois pas. »« Mais il faut me croire, Monsieur Colby. Et de toute façon, vous devez m'écouter. »« Bon, très bien, mon gars. Alors, vas-y. »« Voilà, Monsieur Colby. C'était la nuit d'avant-hier. Avec ma femme, on avait eu du grabuge. Elle venait de me dire quelque chose d'horrible et je suis sorti, histoire de me calmer les nerfs. Vous savez, je l'ai jamais frappé de ma vie, mais j'avoue que j'ai souvent eu envie de le faire. » Frank réprime un sourire. Il a vu une fois la femme de Jerry. Bâtie comme un torpilleur, Betty Duncan aurait pu ne faire qu'une bouchée de son mari, et Frank n'a aucun mal à croire que Jerry n'aurait jamais osé lever la main sur elle. « Quand t'es né, Jerry? »« Alors voilà, monsieur. Voilà. Le soleil venait de se coucher quand j'ai vu cette chose bizarre dans le ciel. Ça planait très haut, vous voyez, comme un oiseau, et sans faire de bruit. Alors, j'ai cru que ça atterrissait derrière le vieux chauve, vous savez, la colline à côté de chez nous. Je vous jure que je l'ai vu aussi nettement que je vous vois. » Frank a un petit grognement incrédule. « Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Un voyage à l'œil? » Les frêles épaules de Jerry se tassent sous le poids du découragement. « Oh, je savais bien que vous me croiriez pas. Mais moi, monsieur, je sais bien ce que j'ai vu. J'ai escaladé la colline et juste comme j'arrivais au sommet, j'ai vu la chose s'envoler au loin. Mais j'ai bien repéré l'endroit où elle était posée, dans la boue. Et il y avait là quelque chose qui luisait dans les derniers rayons du soleil couchant. » Frank secoue la cendre de sa cigarette à petits coups nerveux. « Et alors? Je suppose que tu allais le ramasser, cet objet. Mais qu'est-ce que cette histoire à dormir debout a à voir avec ton inculpation de meurtre? »« J'y arrive, Monsieur Colby, j'y arrive, si vous voulez bien m'écouter jusqu'au bout. »« Très bien, Jerry, très bien. Je ne t'interromprai plus, c'est promis. »« Bon. Alors, je suis descendu dans le trou et j'ai pris la chose dans ma main. Vous voyez, d'abord, j'ai cru que c'était un jouet, vous savez, comme ce qu'on donne aux gosses à Noël. Ça ressemblait à un de ces fusils à rayons de la mort, comme ils disent. Vous savez, le genre de fusil avec lesquels s'amusent les mômes quand ils jouent aux martiens. Oui. Et c'était un truc comme ça? Ben, c'est ce que j'ai cru au début. Mais maintenant, je crois que c'est tombé de la soucoupe volante. »« Ah! Et comment le sais-tu? »« Eh ben, je l'ai ramené à la maison, voyez. Je pensais l'offrir à mes neveux. Vous savez, Betty et moi, on n'a pas eu d'enfants, hein. Alors, donc, j'ai ramené la chose à la maison et j'avais même pas refermé la porte que Betty s'est remise à masticoter, à faire un tas d'histoires parce que j'avais été me balader dans les collines au lieu de faire la vaisselle. Elle m'a traité tous les noms et elle s'est mise à hurler si fort
que je me suis énervé. Ah, et qu'est-il arrivé? Eh ben, j'ai commencé à brailler, moi aussi. Et puis, je l'ai visé avec cette chose-là, en lui disant « Ah, si c'était un vrai fusil, je te tuerais tout net. » Et j'ai appuyé sur la détente. Frank se lève et se penche vers Jerry Duncan. « Dis donc, mon petit vieux, t'es vraiment cinglé ou tu te paies ma tête? » Le regard de Jerry se fait suppliant. « Monsieur Colby, on m'a souvent traité de bon à rien, de menteur, de voleur, d'ivrogne, et on avait peut-être raison. Mais jamais, vous m'entendez bien, jamais, personne ne m'a traité de cinglé. Alors si vous croyez vous aussi que je suis fou, ça sert même à rien que je vous raconte jusqu'au bout. » Bon, excuse-moi, Jerry, excuse-moi. Je suis un peu énervé en ce moment. Bon, vas-y, continue. Bien. Alors, quand j'ai appuyé sur la détente de cette chose-là, et n'oubliez pas que je croyais que c'était un jouet, une lueur a jailli, comme un éclair de canon. Et Betty est devenue un nuage de fumée, vous savez, comme ces brumes qu'on voit sur les collines à l'automne. Et elle a disparu, oui, disparu, je vous dis. Il n'est plus rien resté d'elle. Sans doute pensez-vous, comme Frank Colby, que c'est une histoire à dormir debout. Mais est-ce bien sûr? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Frank Colby, avocat peu scrupuleux, a bien des problèmes. Il est impliqué dans une affaire de corruption de jurés qui risque de sonner le glas de sa carrière. Sa femme, Dorothy, lui mène la vie dure et un de ses clients, inculpé de meurtre, prétend avoir assassiné sa femme à l'aide d'un fusil tombé d'une soucoupe volante. Un fusil bien étrange puisque la victime a aussitôt disparu en fumée. Frank a beau s'exhorter à la patience, il commence à s'énerver sérieusement. Il saisit Jerry Duncan par les épaules et le secoue sans douceur. « Tu ne t'attends tout de même pas à ce que j'avale des salades pareilles, hein ?» Duncan se recroqueville sur sa couchette. « Je jure devant Dieu que c'est exactement ce qui est arrivé, monsieur. Que je devienne sourd et aveugle si je mens. » Là, Frank se rend compte que Jerry croit vraiment que tout s'est passé ainsi, car, superstitieux comme il l'est, il n'aurait jamais proféré de telles paroles en l'air. Donc, Betty a disparu et le shérif est manifestement convaincu que Duncan lui a fait son affaire. Mais si elle s'était enfuie et cachée pour faire enrager son mari? Oui, possible mais peu vraisemblable. Et si Duncan l'avait vraiment tué et tiré toute cette histoire de son subconscient pour soulager sa conscience? Les fous le font parfois. Frank n'en est pas absolument sûr, mais il lui semble que la meilleure défense serait tout de même de plaider la folie. Pour plus de sûreté, il consulterait un psychiatre avant. Au même moment, et de façon tout à fait inattendue, Frank Colby sent la sueur lui ruisseler dans le dos, une sueur glaciale. Il y a aussi une autre hypothèse, se dit-il sombrement. C'est que je ne puisse rien plaider du tout si je n'arrive pas à me débarrasser d'abord de cette histoire de corruption de jurés. L'espace d'un instant, il a une vision de cauchemar. Il se voit assis là, sur cette couchette crasseuse à la place de Jerry, avec son avocat qui se triture les méninges pour trouver un système de défense plausible. Oh, il sait bien qu'il ne risque pas une peine de prison très lourde, mais à la sortie, il ne pourra sans doute pas espérer beaucoup mieux qu'un avenir de clochard. Il se passe la main sur le front comme pour chasser le cauchemar. « Dis-moi, Jerry, » demande-t-il doucement, « tu es sûr que Betty ne te joue pas un tour? Peut-être qu'elle se cache quelque part. »« Non, monsieur Colby, je l'ai cherchée partout, même en sachant que ça servirait à rien. Non, comme je vous l'ai dit, elle était là 1 minute plus tôt, en chair et en os, et à la minute d'après, elle s'était évaporée dans l'air. Volatilisée, quoi. »
Il faut que vous me tiriez de là, Monsieur Colby. Betty est une Greenfield, et les Greenfields sont une drôle de tribu. Quand ils apprendront ce qui s'est passé, ils viendront sûrement me lyncher. » Frank hoche la tête, puis demande. « Et, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de l'arme du crime? » « Je l'ai cachée au creux d'un arbre, derrière le poulailler. Oh, monsieur, si vous la trouvez, vous croyez que vous pourrez expliquer les choses au juge et me sortir de là? Ce serait peut-être une bonne idée, non? » « Peut-être, Jerry, peut-être. En tout cas, je vais commencer par aller là-bas, tenter de voir ce qui est réellement arrivé. » Une demi-heure plus tard, la vieille Ford de Frank s'engage sur la route sinueuse et défoncée qui coupe à travers les montagnes. La misérable ferme des Duncan est située au flanc de la colline pelée qui lui a valu son nom de Vieux Chauve. À l'approche de la voiture, une dizaine de poules efflanquées s'éparpillent dans tous les sens. L'avocat gare sa voiture dans la cour, près du porche vermoulu. « Y a quelqu'un ?» crie-t-il sans beaucoup de conviction. Pas de réponse, ce qui ne le surprend pas vraiment. Il pénètre dans la misérable demeure et erre d'une pièce à l'autre. Il fouille la grange délabrée, mais, à part un mulet attaché à un poteau et qu'il regarde d'un air malheureux, il n'y a personne. En tout cas, aucune trace de Betty. Comme l'animal n'a rien à manger, Frank a pitié de lui et le fait sortir pour qu'il puisse trouver de quoi paître et boire. Il contourne ensuite le poulailler et, une centaine de mètres plus loin, il atteint le grand chêne au tronc creux. Avec beaucoup de précaution, il glisse la main dans la cavité et en ressort un objet étrange. « C'est bien ce que je pensais, » se dit-il. « Un jouet. Un gosse a dû le perdre et Jerry l'aura trouvé. Puis, après le choc que lui a causé le meurtre de sa femme, il a imaginé ce conte de fées pour donner une explication rationnelle à son acte. Oui, il va décidément falloir que je consulte un psychiatre à ce sujet. » Frank est encore plongé dans ses réflexions quand il voit une forme sombre, grise et blanche, avec d'énormes oreilles sortir des fourrés à quelques mètres de là. Avec un grognement effrayant, des crocs menaçants, la forme s'approche de l'avocat qui tremble comme une feuille. S'il est une chose que Frank redoute par-dessus tout, c'est bien un chien méchant. Et s'il avait su que Jerry en avait un, il ne se serait jamais aventuré jusque-là. Comme sa corpulence l'empêche de s'enfuir en courant, Frank s'adosse à l'arbre en proie à une folle terreur. Et le chien avance, menaçant, les babines retroussées en un rictus sauvage. Frank essaie désespérément de dominer sa frayeur et d'avoir un comportement courageux. Il a lu quelque part que rien n'excitait davantage un chien enragé que de sentir la peur chez l'homme. Il sait que sa voix sera chevrotante, mais il se lance bravement. « Gentil, gentil le chien, gentil toutou !» Le résultat est décevant pour ne pas dire catastrophique. Le chien commence par ignorer superbement les avances de Frank, puis paraît plus féroce encore. Sentant qu'il n'arriverait à rien par la douceur, Frank essaie d'effrayer l'animal. Braquant l'arme en direction du chien, il se met à hurler « Va-t'en, sale bête, ou je te tue !» Le chien n'est pas intimidé le moins du monde. Il approche encore, toujours plus près. Frank se plaque contre le chêne et son doigt tremblant appuie involontairement sur la détente. Alors, à sa grande surprise, un éclair aveuglant jaillit du canon. Comme s'il s'était soudain figé, le chien se raidit puis se transforme en un nuage de fumée qui se dissipe très vite. « Bon sang !» s'exclame Frank. Jerry a dit la vérité. C'est incroyable, mais il a dit la vérité. Pendant un long moment, il reste là, contemplant l'arme dans sa main. La terreur et la stupéfaction s'effacent peu à peu de son visage pour faire place à l'incrédulité. Puis, son incrédulité se transforme en une certitude, et un lent sourire rusé se dessine sur ses lèvres. Il se laisse tomber au pied du chêne avec un soupir de délicieux bien-être.
Quand je pense que ce matin, j'envisageais de me faire sauter la cervelle. La vie vous réserve parfois de ces surprises. Dès cette nuit, je m'occupe de ce Harry Mansfield qui a eu le toupet de m'accuser d'avoir corrompu un juré. Et demain, je me débarrasse de Dorothy. Dans son euphorie, il a aussi une pensée pour le shérif Morgan qu'il prend pour un raté et qui ne se prive pas de le montrer. Pour l'épicier de son quartier qui a encore refusé de lui faire crédit. Pour sa concierge, cette vieille fouine, et pour quelques autres, tant d'autres. Mais il conclut avec philosophie qu'il ne faut jamais abuser des bonnes choses de la vie. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.